Allez, on va démarrer. Merci d'être ici. Et merci à vous, Léonora Miano, d'être à Metz et d'avoir accepté l'invitation du festival Livre à Metz pour parler, dans le cadre de ce grand entretien, non pas seulement du dernier ouvrage paru, même s'il en sera beaucoup question, mais de tout votre parcours littéraire d'écrivaine, mais pas seulement, parce que je pense que tout s'en mêle, votre parcours de femme. Ça commence à me faire peur, mais on va bien voir. N'ayez pas peur. On n'est pas là pour ça. On est là pour mieux vous connaître et essayer en tout cas de comprendre vos intentions d'écrivaine. Cela dit, vous êtes inclassable, vous êtes insaisissable, et vous le dites vous-même, et depuis toujours, vous êtes insaisissable et inclassable en tant qu'écrivain, parce que même quand vous écrivez des romans qui se veulent plutôt des romances, ça devient des histoires politiques et engagées. Même quand vous écrivez un essai comme Afropéa, ça devient quelque chose aussi de très personnel, parce que vous y mettez beaucoup aussi de vous. Vous êtes inclassable aussi, écrivez-vous, quand vous arrivez en France dans les années 90, aux yeux de beaucoup de personnes, parce que vous n'êtes pas à l'image de ce qu'on peut attendre d'une immigrée subsaharienne. Parce que vous avez plus, a priori, un comportement de blanche à ce moment-là pour certains, ce qui rend les choses un peu insaisissables. Cela dit, ça s'explique pour plein de raisons. Et vous l'expliquez d'ailleurs dans Afropéa, ça s'explique déjà par la famille, avec des parents qui ont permis une ouverture à plein de mondes différents, plein d'univers différents, qui ont permis aussi pour vous de vous représenter dans plein de choses, même dans des danseuses blanches où vous ne voyez pas l'histoire de couleur, parce que cette histoire de couleur dont il est beaucoup question dans Afropéa n'existait pas dans les 20 premières années de votre existence. Vous ne vous posiez même pas cette question-là. Elle existe toujours très peu dans ma vie intime, personnelle. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est un des sillons que vous creusez ces dernières années. J'aimerais qu'on s'arrête justement sur cette idée d'inclassable et d'insaisissable. Et je vais vous lire, et je vais lire un tout petit extrait d'Afropéa. Mon langage, mon attitude, je ne sais quoi d'autre, écrivez-vous, m'associer à la blanchité. Je n'étais pas de celle que l'on aurait imaginé copulant avec des noirs. Ça s'explique aussi parce que c'est votre fille n'est pas assez Renoir. Elle ressemble pas là aussi à ce qu'on pourrait imaginer. Beaucoup d'imagination et beaucoup de fantasmes autour de tout ça. Je n'étais pas noire au sens où la chose s'entendait dans les quartiers périphériques et ne devait probablement jamais le devenir. On dira donc la même chose de votre fille, pas vraiment Renoir. Et vous dites de toute façon que vous portiez cette différence, ni blédarde ordinaire, ni fille de cité tranchante et tonitruante, ni négropolitaine instruite en quête de lendemain décoloré, ni afropolitaine branchée, adepte d'une mode bariolée convoquant bruyamment l'Afrique, et certainement pas noirabe, on ne savait pas où me classer. Ayant très tôt pris le parti de ne pas plaire à tous, écrivez-vous, de toute façon, vous ne faisiez rien pour vous rendre saisissable. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous anime depuis longtemps ? Le fait de toute façon, ne pas se poser la question de plaire à tout le monde. Alors, je vais vous répondre, mais je vais d'abord dire bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints. Merci de votre présence. Merci de nous accorder votre temps et votre écoute. Alors, est-ce que ça fait longtemps ? Ça fait très longtemps, parce que je me suis rendu compte assez rapidement que ma famille et moi-même étions très exotiques aux yeux de beaucoup autour de nous, que nous étions au fond assez marginaux et que nous pouvions être aimés et détestés pour les mêmes raisons. Et que quand c'est comme ça, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Donc, j'ai compris de manière intuitive qu'il fallait donc rester soi-même,
puisque de toute façon, on vous reprochait toujours quelque chose, que de toute façon, on venait vers vous pour une raison qui en même temps vous était reprochée. C'est-à-dire qu'on était attiré par ce côté très européen, cette autre culture que vous aviez, et en même temps, on vous reprochait de l'avoir. Alors que faire, puisque vous êtes comme ça? Que faire, puisque je me souviens d'une scène très anecdotique et très un peu bête. Hein. On a comme ça un cousin maternel qui vient nous rendre visite. Je pense que j'avais 8 ou 9 ans, et qui n'en revient pas de voir notre père embrasser ses filles. Et il s'exclame, mais votre père vous fait la bise. Et pour lui, c'était quelque chose de presque surnaturel. Et c'était notre quotidien. Que lui dire, que lui expliquer? Lui qui vient d'un environnement pourtant très proche, mais où les différences entre classes d'âge sont très très marquées, où il existe une telle hiérarchie que ce genre de contact n'est même pas envisageable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affection, mais elle ne se manifeste pas de cette manière. Et si mon père avait cette attitude vis-à-vis de ses filles, c'était parce que il avait très tôt quitté son pays, qu'il était venu en France adolescent et que lui-même était donc un Africain un peu frelaté, un peu transformé par une autre vie. Et alors nous ne sommes pas majoritaires, nous ne sommes pas représentatifs du groupe qui nous a engendrés, mais nous racontons aussi son histoire avec nos étrangetés, nos singularités. Et donc je suis de ce côté-là, oui. Donc je suis une petite fille de Douala, Cameroun, qui a parlé français à la maison, qui a grandi en adorant les westerns, en regardant Blanche-Neige et la Belle au bois dormant sur on tendait un drap au mur pour faire un écran parce qu'on avait un petit projecteur, ce qui était le grand luxe hein, quand même à l'époque, dans les années 70. Et en lisant Oscar Wilde, et tout ça, c'est moi, je suis... Oscar Wilde, c'est plutôt du côté de votre mère, qui était prof d'anglais. Oui, parce que maman a des lectures très anglaises. Le western, c'était plutôt du côté du père, pharmacien. Exact. Le western et le musical, parce que tout de même, le rêve que vous aviez enfant, c'est de devenir danseuse de musical. Ben, je rêve toujours de faire du musical. Hein. Je rêve toujours de faire du musical quand je serai grande. Et voilà, au moins de chanter. J'ai toujours une pratique du chant, même si l'écriture étant ma pathologie, elle laisse peu de place à tout le reste. Je ne suis véritablement moi-même que quand je peux chanter. Mais c'est vrai que... alors mon père aimait le spectacle, aimait les comédies musicales, le théâtre dansé. Et ça m'a été proposé très tôt et je m'y suis projetée de manière très, très spontanée. D'ailleurs, j'ai fait de la danse petite fille parce que pour moi, c'était mon avenir et j'étais très douée. J'étais très douée. J'aime toujours autant le spectacle. Et d'ailleurs, on dit de moi que j'écris du théâtre. Je ne suis pas sûre de ça. Je pense que j'écris du spectacle. Voilà, j'écris du spectacle. Je connais assez mal, au fond, les règles du théâtre, mais je sais faire du spectacle. Ça, je suis sûre de faire ça, d'écrire pour la scène des choses spectaculaires de mon point de vue. On va en parler de ça justement. Juste pour rester sur cette question-là de porter tous ces mondes en soi. C'est ce que vous dites finalement, de savoir faire beaucoup de choses et qui viennent d'univers différents, de mondes différents. Porter tant de mondes en soi, parfois on peut s'y perdre. Vous l'écrivez, on s'y perd à la fin, écrivez-vous. On s'y perd de quelle manière ? Mais ce n'est pas moi qui m'y perds, ce sont les autres qui ont tellement besoin de vous classer, qui ont tellement besoin que ce soit clair, qui prétendent aimer tout ça, le mélange et la complexité, mais qui quand même sont un peu troublés de vous découvrir à la fois si différentes et si ressemblantes. Lorsqu'on est français et qu'on me rencontre, si en plus on est de ma génération, on verra très vite que nous avons des tas de références communes.
Mais on verra aussi que j'ai grandi en Afrique et que l'Afrique vous laisse une empreinte très forte et que j'appartiens vraiment aux deux univers. Et on voudrait, voilà, et partout, en Afrique c'est pareil, on voudrait vraiment vous tirer un peu plus vers soi. Et vous êtes quelque part au milieu. Vous êtes quelque part au milieu, quelque part, est-ce au milieu ou au-delà, je ne sais pas, mais en tout cas dans un endroit où on ne peut pas complètement s'approprier votre personne, et donc aussi en un lieu qui vous rend parfois suspecte. On veut toujours interroger vos allégeances, savoir voilà, si c'était la guerre demain, de quel côté vous seriez, vous qui êtes... je peux répondre parce que la guerre est une question politique, ce n'est pas une question intime. Lorsqu'on parle de toute cette transversalité identitaire, de cette multi-appartenance culturelle, on parle de mon intimité, on ne parle pas de mes choix politiques. S'il faut faire la guerre, je sais où je serai. Alors, vous l'avez dit, finalement, quand on est inclassable, pour être bien, c'est être bien avec soi-même. Ah oui. Et c'est d'ailleurs le postulat d'Afropéa à la fin. C'est finalement pour habiter le monde avec des fraternités que vous aimeriez retrouver pour un pays ou une Europe, ou en tout cas la France, qui est le pays des droits de l'homme et des fraternités, qui sont loin d'être montrées. Vous dites finalement, le mieux, c'est déjà de bien être avec soi-même, de s'habiter soi-même, son moi intérieur, de se connaître pour mieux habiter le monde. C'est pas quelque chose de très facile, surtout quand on a des années derrière nous un poids de l'histoire aussi, j'imagine. Afropéa nous fait nous poser des questions. Je pense que c'est aussi des questions que vous vous êtes posées, que votre fils s'est posé, parce que ouvertement vous le dites, la question de ce livre et d'Afropéa, c'est parce que votre fille est une afropéenne, ce que vous n'êtes pas. Alors on va peut-être dire rapidement ce que c'est. Mais afropéenne, c'est la conjonction et la réunion d'Afrique et d'Europe, et les Afropéens sont ceux qui sont nés en Europe, mais qui sont issus, ou dont les parents sont issus de l'immigration et qui viennent d'Afrique subsaharienne. C'est le cas de votre fille. Finalement, cette question-là, c'est de se poser effectivement comment bien habiter cet espace d'entre-deux, finalement. Comment arriver à réunir tout ça, un vrai mélange, accepté. Alors, je crois que pour y parvenir, il faut sans doute quitter, ou en tout cas ne pas se limiter aux approches politiques et même identitaires. Il faut aussi voir les choses de manière un peu philosophique et peut-être même métaphysique. Pour arriver à réconcilier déjà à l'intérieur de soi des univers qui se présentent à l'extérieur comme tellement contraires et souvent opposés, il faut penser à l'humanité dans son ensemble. Il faut arriver à se situer, à situer tous les siens dans la globalité de l'histoire de l'humanité. Et donc concevoir peut-être un projet pour l'humanité, pas seulement pour des petits endroits très clairement circonscrits. En tout cas, je pense que pour apaiser ce qui est encore tellement en conflit, ce qui présente encore une si puissante dissymétrie dans la réalité, il faut une approche un peu spirituelle. Et donc il faut penser au-delà de ces questions politiques et identitaires. Il faut penser à ce que c'est que d'être humain. Il faut penser à ce qu'a été l'histoire de l'humanité, et d'abord de façon complètement déracialisée. Alors je vais faire une petite parenthèse pour expliquer cette chose. À la rentrée va paraître au Seuil un livre, une somme intitulée « Les mondes de l'esclavage ». C'est en réalité une histoire mondiale de l'esclavage. Alors, ce sont des travaux d'historiens qui font une recherche sur cette question-là à travers vraiment tous les espaces et toutes les époques.
Et il m'a été demandé à moi, qui n'étais pas historienne, qui ne suis pas historienne, de conclure l'ouvrage. Pourquoi est-ce que ce livre est précieux? C'est parce qu'il nous montre que cette question, bien sûr nous le savons, hein, que l'esclavage a toujours existé, en tout cas qu'il a existé partout, souvent pour les mêmes raisons. Mais c'est très précieux de le voir et c'est très précieux de comprendre qu'en réalité, ce qui nous empêche de dépasser ces questions-là aujourd'hui, c'est la racialisation. C'est qu'à un moment donné, on a inventé ça et qu'on n'arrive pas à en sortir vraiment. Mais quand on évacue cette question, ne serait-ce qu'un instant pour réfléchir, on voit bien que les humains se sont comportés partout de la même manière, souvent pour les mêmes raisons, et que donc, il doit être possible au moins d'entrer en conversation, qu'il n'y a pas de différence fondamentale. Et jusqu'à la période, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, qui est vraiment où les choses commencent à changer un peu, je trouve vraiment, moi qui m'intéresse à l'histoire de tous les peuples, je trouve vraiment de très grandes proximités entre nous tous, jusqu'à ce moment-là, y compris d'ailleurs au niveau de nos croyances. Lorsqu'il y a encore des druides dans la Celte ancienne, ils pratiquent une spiritualité qui peut être très aisément comprise en Afrique au même moment et qui peut être également très aisément comprise dans la Mongolie de la même époque. On y trouve parfois, non pas des références exactement, mais des images et même quelques pratiques. On voit que les humains ont accordé la même valeur à certaines choses partout sans se concerter. Donc il y a quelque chose qui nous unit. Et ce n'est pas parce que il y a eu donc une histoire finalement assez récente qui a fracturé ça, que ça n'existe pas, que ça n'existe plus. L'histoire a fracturé nos perceptions, mais pas la réalité. Donc, s'intéresser à l'histoire de l'humanité entière, ça permet de réconcilier en soi ce qui paraît contraire. Pour revenir sur ce livre qui va paraître justement à la rentrée, fait par des historiens, vous le disiez, oui. Qu'est-ce qu'on attend finalement de vous? C'est très intéressant que les historiens viennent vous voir pour conclure un travail. On sait aussi que c'est un milieu aussi peur, très... On sait que c'est un milieu très, quelque part très fermé aussi, ce milieu de la recherche et notamment des historiens. On sait aussi qu'il y a quelques chapelles, Il y en a, et des affrontements. Aussi. Et on vous demande de conclure. Pour quelles raisons? Pourquoi vous, Léonora Miano? Déjà, pourquoi quelqu'un qui n'est pas historienne et pourquoi vous? Et je le pose pertinemment parce qu'on sait quand même que vous creusez cette question-là depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on attend de vous et qu'est-ce qu'on vient chercher? J'ai posé cette question évidemment parce que je ne me sentais pas comme ça spontanément à ma place, même si on le voit, j'aime l'histoire et toute l'histoire, celle de tous. Mais voilà, je ne suis pas une universitaire et je ne suis pas une historienne. Mais il se trouve que le directeur de l'ouvrage, un des directeurs de l'ouvrage, venait de lire Afropéa. Et il avait eu l'intuition de l'utilité d'une parole qui ne soit pas celle d'un chercheur, même si il s'est aperçu quand je lui ai remis ma contribution qu'elle était très très documentée et un peu savante aussi. Il a eu l'intuition que ça pouvait rendre l'ensemble, je ne dirais pas moins aride, parce que je ne trouve pas la recherche aride. Moi, je lis vraiment beaucoup de travaux d'universitaires, mais que ça pouvait apporter à eux-mêmes, ces historiens, une façon de comprendre ce qu'ils font d'une façon plus sensible et peut-être plus incarnée
de l'aborder. Et je crois que il voyait aussi ma place dans quelque chose qui étreint le monde entier. Puisque si on m'approche un peu, on voit que j'ai une sensibilité comme ça, que je peux m'intéresser et même me reconnaître dans des espaces et des figures lointaines. Et je pense qu'il m'a comprise en lisant Afropéa et qu'il s'est dit ce sera elle plus qu'une autre. Et puis il y a autre chose, peut-être que ce qu'on attend en plus de ça, et effectivement la lecture d'Afropéa me fait bien penser qu'il a dû y trouver des choses, et effectivement c'est très documenté, c'est appuyé aussi sur des textes écrits depuis très longtemps, et on y reviendra. Mais ce qu'on attend aussi d'un écrivain, c'est de nommer les choses. Vous êtes aussi, vous faites très attention aux mots utilisés et à la façon de nommer. Quand on est écrivain, c'est aussi un peu ce rôle-là, c'est de mettre le bon mot, le juste mot, de renommer parfois les choses. Est-ce que c'est pas aussi ce qu'on attend? Parce que il y a certains mots que vous et on est très nous-mêmes, à la lecture de vos textes, on se pose soi-même, et ça, je trouve que c'est une force, l'utilisation de certains mots, ce qu'on en a fait, certains ont été récupérés politiquement, d'autres ont été créés par les colonisateurs aussi, etc. Donc c'est une vraie réflexion. L'art de nommer, c'est un art des écrivains. Je ne sais pas si pour cette conclusion qu'ils ont poétiquement qualifiée d'épilogue, je ne sais pas s'il était attendu de moi que je nomme, et je ne pense pas tellement avoir fait ça, mais c'est vrai que j'ai apporté, je pense, une réflexion à la fois très décomplexée sur le sujet, parce que j'ai choisi d'habiter en Afrique de l'Ouest et j'habite un endroit qui est très concerné par cette histoire et où en même temps elle reste, en tout cas dans le quotidien des personnes, assez silencieuses, très mal explorées, avec des aspects qui devraient beaucoup intéresser les minorités afrodescendantes françaises qui s'emparent du sujet en méconnaissant beaucoup la manière dont il est abordé en Afrique. Donc, j'ai une réflexion à la fois très décomplexée et je pense une manière de travailler ces questions-là, en tout cas pour ce livre, qui s'intéresse à nous tous et à nos lendemains, à partir de cette histoire compliquée, heurtée, qui nous blesse encore parfois dans la manière que nous avons d'entrer en relation les uns avec les autres. Et je pense que c'est ça qu'on vient chercher plus que de vraiment nommer, puisqu'il n'y avait pas grand-chose à apporter de ce côté-là. Mais c'est une pensée qui peut dire ces 4 vérités aux 2 mondes, et en leur disant leurs 4 vérités, chercher quand même le meilleur point de contact et les possibles que nous pouvons, vers lesquels nous pouvons nous acheminer si nous le voulons bien. Alors, le dire de façon très ferme, pour cette pensée, et j'ai l'impression affranchie de toute colère. Est-ce que ça, c'est une impression ou pas? Si ce n'est dans un ouvrage, qui est un ouvrage plus poétique, qui a apparu en 2019, Ce qu'il faut dire, qui est un ouvrage qui réunit 3 poèmes ou 3 textes sous forme poétique, où là j'ai vu plus quelque chose, et qui est peut-être la place du poème d'ailleurs, la place de la poésie, plus charnelle et plus de colère dedans. Et je vais vous citer aussi pour ça. L'urgence n'est plus de pousser notre cri, il s'agit d'ôter ses chaînes à sa grandeur, à la grandeur, de refuser que se poursuive l'ensauvagement du monde, puisqu'à la fin des fins, nous allons vivre, ici, ailleurs, avec tous les autres, tous les nôtres. Là, vous dites qu'effectivement, il faut s'affranchir de toute colère, de tout cri, pour ce texte-là. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, et moi je ressens ça dans vos textes, où effectivement, il y a quelque chose de réfléchi, où on se débarrasse du cri? Oh, c'est juste que maintenant je suis plus vieille
j'étais un peu plus enragée à mes débuts, mais je n'étais même pas en colère. J'étais habitée par une rage qui venait, pour le coup, de blessures très personnelles que j'avais besoin d'évacuer. On a dit beaucoup à mes débuts que mes livres présentaient une Afrique violente, toujours ensanglantée. Mes livres ne présentaient pas une Afrique violente. Ils parlaient de ma violence. Ce n'était pas la violence de l'Afrique. Mais on oublie souvent que les auteurs, y compris africains, y compris quand ils sont nés en Afrique, eh bien, sont des individus et travaillent à partir toujours d'une matière intime et personnelle. Notre matériau, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas la thématique de nos romans, c'est nous-mêmes. Mais on ne pense pas à ça quand on lit les Africains, parce que quand on les lit, on vient toujours vers du témoignage, vers du document, et jamais vers de la création. C'est quoi finalement, vous serez toujours une auteure africaine? Dans l'esprit de certains qui voyaient les choses comme... C'est pas comme ça que je me vois. Hein. Pour moi, la littérature africaine, ça n'existe pas. Hein. Pour moi, il y a la littérature, et dans la littérature, il y a des univers d'auteurs. Certains auteurs français sont très proches de certains Américains qu'ils ont beaucoup lus. Certains auteurs africains seraient plus proches d'auteurs russes que d'autres auteurs africains. Donc c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est l'esthétique des auteurs, et je pense que les rayons de nos librairies seraient très différents si on faisait des classements par esthétique et non pas par nationalité, qui est un peu absurde. Mais je comprends aussi ça, et ça ne me dérange pas. Je ne sais plus de quoi nous parlons. Sur la colère. Oui, la colère. La rage au début. Donc, non, je suis pas en colère, et même dans les monologues qui composent ce qu'il faut dire et qui ont été écrits à des moments différents, ce sont des textes que j'ai portés longtemps sur scène moi-même, lors de choses que j'appelais des récitals poétiques. Il pouvait y avoir du chant. Je faisais ça avec un ami musicien qui était un excellent batteur, mais aussi un grand lecteur. Et donc, on arrivait à composer avec ces textes des pièces musicales. Et pour moi, là où les gens voient de la colère, évidemment, quand ils les lisent comme ça, il y a beaucoup d'ironie. De provocation? Un peu, parce que je suis comme ça, je suis un peu espiègle, mais parfois quand on veut poser des questions et quand on veut faire réfléchir les gens, je pense qu'on ne peut pas écrire ça si vraiment on est en colère. Il faut de la distance même pour écrire la colère. Mais c'est ça, s'affranchir de ça pour pouvoir écrire ça. Ouais. La distance qu'on met effectivement par rapport à son texte, vous le dites, il faut avoir de la distance, ne plus avoir de colère pour pouvoir écrire ça. Ça, c'est important d'être en distance de ça, et je pense à tous vos personnages aussi, même si parfois on vous sent tellement proche de certains. Ouais, ça m'intéresse de savoir de qui je serais proche. Ah oui, une certaine distance, et puis... comme je l'ai dit, enfin, quand je porte ces... Alors, je ne vais plus sur scène avec. Maintenant qu'ils sont publiés, je les donne à d'autres. Et je sais que on s'en emparera beaucoup pour exprimer sa propre colère. Et parce que j'ai déjà entendu des manières de les dire. Elles sont très, très éloignées de ce que nous faisions, nous, parce que d'abord, on était dans la musique, et que, comme je ne suis pas fâchée, mais j'ai une espièglerie très camerounaise. Les Camerounais ont la tendresse brutale, la tendresse un peu abrasive. Donc, quand ils vous aiment, ils viennent pas vous étreindre. Hein, ils vous soumettent, à des procédés, à des manières de conversation qui vous obligent à vous dévoiler et à montrer votre bagou, votre intelligence, votre verve, mais aussi à dire la vérité. Hein, donc c'est un peu ça qu'on fait avec quelque chose comme la question blanche. Parce que moi je pense que la question du racisme du côté des Noirs, par exemple, en tout cas de ceux que l'histoire a appelés les Noirs, elle a été déjà tellement abordée, elle a été épuisée en fait. C'est l'autre terme de la conversation qui nous manque aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait d'avoir été dit blanc
comment ça transforme aussi, comment ça vous prive aussi, comment ça complique la relation avec les autres, pourquoi ne pas y réfléchir. J'ai lu récemment un livre dont on m'a demandé de faire la préface et qui était un ouvrage très particulier. Le livre s'intitule « Carnet de mémoire coloniale » d'une auteure portugaise, Isabella Figueiredo, qui est née en Angola, non, au Mozambique, qui est née et qui a grandi au Mozambique et qui nous raconte une enfance coloniale. Une enfance coloniale dans un environnement très, très, très marqué par le racisme. On n'imagine pas que la colonisation européenne en Afrique subsaharienne a pu à ce point être racialisée. Et ce que l'on voit en lisant ce livre, c'est que cette question de la supériorité blanche est tragique pour les Blancs eux-mêmes. Parce que ça... En fait, cette petite fille est victime de ça. Cette petite fille qui se sent tellement africaine, qui reconnaît les siens dans la population locale, mais qui en même temps ne peut pas les approcher, donc qui n'a pas d'intimité. Elle n'a pas d'amis parmi les enfants africains. Et elle est la seule petite fille souvent de son univers familial. Enfin, elle grandit dans une solitude incroyable et oui, tragique, qu'elle essaye de rompre d'une manière qui nous semble à nous drôle quand voilà, quand on lit les scènes qu'elle décrit, et où on voit que c'est vraiment, elle est totalement emmurée dans quelque chose qu'elle n'a pas choisi et qui est cette race blanche qui ne peut pas la définir, mais dont en même temps elle ne peut pas, à laquelle elle ne peut pas se soustraire, parce que ça... Et voilà, et c'est ça la question blanche que les gens ne veulent pas se poser et qui est sans doute un des derniers éléments sur lesquels il faudra travailler si nous voulons venir à bout de cette chose qui s'est passée au moment des conquêtes européennes et qui ne nous quitte plus et qui semble aujourd'hui tellement signifiante que nous oublions que pendant des siècles et des siècles, les humains se sont fréquentés sans que ce soit même un sujet. On n'était pas inférieur parce qu'on était noir ou blanc, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et pourtant, il y avait l'esclavage, et pourtant, il y avait de la domination, et pourtant... Mais ce n'était pas ça. Il n'y avait pas ça. Donc, il va falloir travailler sur les quelques non-dits qui restent et qui, à mon avis, sont beaucoup de ce côté-là. On s'imagine qu'il peut y avoir une histoire pareille qui met en présence plusieurs régions du monde et qu'il puisse y avoir un espace dans lequel les humains n'ont pas été affectés par ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est pas parce que cet espace nous paraît encore tellement dominant qu'il n'y a pas de blessure. Moi, je pense qu'il y en a une, et ça m'intéresse beaucoup qu'on l'examine aussi. Vous dites qu'il faut déracialiser, ça c'est une oui. évidence. Alors, de ce côté-là, mais de l'autre côté, pas facile, mais il faut... Vous dites aussi que chez les Afropéens, il faut se débarrasser ou s'affranchir de ce que vous appelez la charge raciale. Pour ça, vous nommez d'ailleurs Toni Morrison, que vous citez dans Afropéens. D'ailleurs, on parlera des auteurs comme elle, qui sont assez rares. Vous écrivez l'Afropéen doit s'affranchir de la charge raciale qui porte atteinte au bien-être de personnes se sentant obligées d'anticiper la manière dont elles seront perçues par le regard majoritaire. Oui, bien sûr, c'est pas facile à faire, mais c'est vrai que quand on vit en situation de minorité, on est un peu comme ça, parce que d'abord, on a très conscience de sa différence et qu'on voudrait être
approcher et apprécier. Comme individu, comme oui, personne. Pour tout à fait autre chose que ce qu'on paraît. Et ce qui est, alors je ne veux pas dire dramatique, parce que ça ne devrait pas l'être, mais pour les personnes dont le phénotype reste marqué par l'Afrique, c'est que ce phénotype interdit l'amnésie par rapport à l'histoire tragique. Ce phénotype vous signale toujours dans les sociétés européennes comme voilà, quelqu'un dont l'histoire peut être celle-là, de la colonisation, de l'esclavage, et pas a priori voilà, l'histoire de mon pays, de ma ville, de ma... Voilà. Et que faire? On habite ce corps. On ne l'a pas choisi. Et donc, il ne faut pas que ce soit... Alors, c'est facile de dire, hein, il ne faut pas que ce soit... Peut-être que les choses sont plus faciles pour moi parce que, effectivement, j'ai grandi en Afrique, j'ai grandi dans un environnement où être noir n'a pas beaucoup de sens puisque tout le monde est noir. Donc, finalement, personne ne l'est. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ce n'est pas par rapport à ça que vous serez en dehors de quelques espaces, quelques... pays ayant une histoire un peu particulière comme l'Afrique du Sud ou même la Mauritanie, mais de façon générale, vous êtes en situation majoritaire et donc la couleur de votre peau n'est une entrave à rien du tout. Quand vous grandissez au Cameroun comme moi, dans les années 70, vous savez que les truands ont votre couleur, mais les gens fabuleux aussi. Vous savez que les médecins peuvent être de chez vous, le président de la République, les grands banquiers, les avocats. Vous savez que vous pouvez être tout ça. Donc, quand vous arrivez en France à 18 ans, il n'y a pas de barrière hein, dans votre tête. Vous ne vous dites pas je ne suis pas représenté, je n'ai pas de modèle. Ce n'est même pas un sujet. Ce n'est pas une question, ça. Ce n'est pas le cas des Afropéens, justement. Non, ce n'est pas leur cas. Et c'est la grande différence. C'est ce qui vraiment fabrique des sensibilités différentes. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse leur signaler qu'après tout, c'est vrai qu'on peut avoir un déficit de représentation, mais qu'après tout, à travers l'histoire, il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses sans modèle. Ça s'est appelé des pionniers et que... On peut être ça pour soi-même et pour les générations des siens qui arrivent, qu'il ne faut pas non plus s'installer dans cette posture victimaire comme si on avait entre les mains aucune carte. C'est un grand privilège de faire des études en France, de grandir en France. Alors, j'aimerais qu'on parle justement de la notion d'étranger ou d'étrangère, parce que ça, c'est quelque chose que vous dites que c'est presque un avantage, finalement, être étrangère. Moi, j'aime bien ça. Ça peut être une force. Oui. Et vous vivez finalement constamment en étrangère. Oui, j'ai choisi un pays où je ne suis pas née. En ce moment, j'apprends la langue du sud du Togo, l'évé. J'aime beaucoup apprendre une nouvelle langue à mon âge, et que ce soit une langue africaine très, très, très différente du Douala qui est parlé chez moi au Cameroun. Mais je pense que quand on est artiste, de toute façon, on est toujours un peu en décalage, hein, et qu'on peut être un bel artiste si on sait habiter ce décalage. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ce petit pas de côté, cette position un petit peu à la fois à l'écart, mais avec. C'est joli, ça, à la fois à l'écart et avec. C'est peut-être votre rapport avec vos personnages. Quand je disais, de temps en temps, vous savez qu'en tant que lecteur, on cherche toujours bien sûr. où est l'écrivain. Beaucoup d'écrivains disent « je suis partout et nulle part ». Ben oui. Non, je ne dis jamais que je suis nulle part. Je dis vraiment que je suis dans tous. Dans tous et toutes. D'une manière... oui, mais mon double littéraire le plus abouti, le plus proche... est un personnage masculin. C'est le personnage d'Amok que j'ai créé en 2008 dans un roman qui s'intitule « Tels des astres éteints ». Et c'est mon double le plus, en tout cas dans les personnages adultes, le plus abouti. Moi, j'aime beaucoup la mer qu'on retrouve dans le crépuscule du tourment. C'est elle qui ouvre ce livre.
Non pas que je vous retrouve dedans, bien évidemment, mais j'aime cette femme pour ce qu'elle dit et qui sont déjà des prémices d'autre chose que vous direz plus tard et qui dit déjà finalement comment ce monde des femmes a changé parce qu'il y avait domination, parce qu'il y avait domination des hommes, entre autres, mais pas seulement. Et ce qu'elle dit, qu'il y avait domination d'hommes défaits aussi et ne sachant plus très bien ce qu'est la masculinité. Et ne sachant plus, elle, du coup, où se place sa place de femme, sa féminité, sa sexualité aussi. Je trouve extrêmement intéressant ce qu'elle dit, très touchant aussi, ce qui en fait presque une femme sans âge à un moment donné, je pense. J'espère. Et qui dit des choses très importantes et qui pose une question presque universelle de ce qu'est la sexualité et la sensualité entre hommes et femmes, et entre femmes et femmes. Mais j'espère qu'il y a de l'universel dans la parole de toutes, en tout cas, au moins dans la dimension intime de ce qu'elle raconte. Parce que je pense que vraiment, cet espace-là est celui où nous pouvons tous nous rejoindre, que vraiment, il n'y a pas de... Même s'il peut y avoir des manières culturelles d'exprimer les choses, les sentiments sont les mêmes, les sentiments qui nous traversent. Mais merci d'aimer ce personnage que tant de gens détestent parce que c'est une grande bourgeoise et qu'on aime détester les nantis. C'est vrai, on aime détester. Ouais. Vous êtes d'ailleurs vous-même, vous dites quand vous êtes arrivé en France, vous étiez une bourgeoise. Je suis toujours un peu bourge. Vous êtes devenue une bourgeoise, un peu désargentée en 86, oui, voilà, avec l'obligation de travailler 7 jours sur 7, etc. Ce qui vous a fait vous confronter à un autre monde. C'est peut-être que là, alors c'est une supposition, c'est peut-être qu'à ce moment-là que naît peut-être l'écrivaine. Non, j'ai commencé à écrire à l'âge de 8 ans. J'ai commencé à écrire à l'âge de 8 ans parce que déjà à 8 ans, j'avais un cri à pousser. Et j'ai grandi dans un milieu où on pouvait parler beaucoup de choses intellectuelles parce que mon père aimait se réjouir et même se vanter de l'intelligence de ses filles et de leur grande culture, puisque on avait mis à notre disposition très tôt toutes sortes de livres et que on avait fabriqué, en tout cas moi, une grande lectrice très tôt. Donc mon père aimait bien susciter notre réflexion sur à peu près tout. Il recueillait notre avis. Mais quand il s'agissait de sujets intimes, il n'y avait pas la même liberté. Ça dérangeait. Et moi, j'avais des choses intimes à dire. Et je voulais les dire à quelqu'un de précis qui ne m'écoutait pas, donc j'ai écrit. J'ai écrit pour ça. Alors, je n'ai pas été entendue, mais en écrivant, je me suis sentie, j'avais 8 ans, je me suis sentie déjà libre et puissante. Et j'ai continué pour retrouver ces sentiments. J'étais libre parce que j'écrivais sur ce que je voulais. On ne m'interrompait pas en me disant que c'était pas le moment de parler de ça et que d'ailleurs on n'en parlait pas. Ça pouvait avoir la longueur que je voulais. Et voilà, j'étais complètement... C'était mes mots. Et donc j'ai continué parce que j'ai ressenti ça, mais je ne voyais pas ça comme un possible choix de carrière, puisque mon truc à moi, c'était le musical à l'époque. Bon, encore, vous m'avez dit que c'était encore ouais. Ce qu'elle dit, cette femme, elle dit « J'ai appris à exister dans cette société de la dissimulation, où à vouloir se cacher, on s'est soustrait à soi, perdu sans pouvoir dire comment. » Elle dit d'autres choses. Elle dit « Les temps ne sont plus de cette initiation collective qui imposait aux filles d'une même classe d'âge respect et solidarité. Je n'ose parler d'amour. Il en fut pourtant question sous diverses formes, mais nous l'avons oublié. Nous ne savons plus les caresses échangées, l'intimité de l'apprentissage. » Mais ça, ce changement-là, vous l'écrivez aussi dans Afropéa. Vous dites aussi que finalement, le changement des traditions et des habitudes viennent aussi du colonisateur et de comment on a
imposer des choses. Et comment aujourd'hui, quand on parle de sexualité et d'homosexualité, et que nous pensons, je dis nous, colonisateurs, je vais me mettre dedans. Mais beaucoup de colonisés aussi. Nous pensons être plus avancés, finalement. Nous sommes responsables du recul et des changements dans d'autres pays qui étaient bien plus avancés que nous avant. Je peux le dire comme ça, c'est avec mes mots. Oui, c'est la façon la plus simple de le dire, même si on ne peut pas évidemment généraliser, puisque les sociétés subsahariennes précoloniales ont eu un traitement très divers de l'homosexualité, mais beaucoup l'ont accepté, certaines vraiment très bien. Mais quand je dis très bien, c'est au grand jour. Aujourd'hui, les ressortissants de ces régions ne voudraient pas qu'on nomme et qu'on dise que chez eux, par exemple, un homme pouvait, s'il était épris d'un autre homme, aller voir sa famille, offrir des cadeaux, et qu'ils avaient le droit d'avoir leur petite maison ensemble, d'avoir une relation amoureuse qui était connue de la communauté. Et alors, on leur demandait bien sûr, à un certain moment, au moins de faire des enfants, donc d'avoir une épouse avec qui on allait faire des enfants, mais ils pouvaient garder cette relation toute leur vie. Ce n'était pas interdit. Il y a des endroits où on a plus facilement accepté l'homosexualité des hommes que celle des femmes. Il y a des endroits où c'était l'inverse, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que l'homophobie parfois délirante qu'on observe aujourd'hui en Afrique subsaharienne, dans beaucoup d'endroits, avec l'argument de la culture, l'argument selon lequel nos ancêtres ne connaissaient pas ça, l'argument de l'importation par la voie coloniale, complètement faux. Ça repose sur la méconnaissance de sa propre histoire et ça repose aussi sur une très forte influence coloniale. Les gens oublient que les premières lois, toutes les lois d'ailleurs, proscrivant l'homosexualité dans les pays subsahariens sont des lois coloniales, que ce soit dans les pays francophones ou dans les pays anglophones. Ce ne sont jamais des lois qui ont émané des communautés locales, pas du tout. Parce que même dans les endroits où on ne souhaitait pas que les personnes s'exposent trop, elles n'étaient pas persécutées comme elles peuvent l'être aujourd'hui. C'était pas. Aujourd'hui, on assiste à des comportements qui dépassent l'entendement. Il y a quelques années, au Sénégal, on a vu des gens aller déterrer la dépouille d'un garçon, son corps enterré, parce qu'il était homosexuel de son vivant, et que donc, on ne voulait pas que même dans la mort, il souille la terre du cimetière. Enfin, je veux dire que quand on arrive là, il faut quand même se poser, s'arrêter et puis s'interroger. Et une partie des réponses, une partie des solutions à ce délire que nous observons se trouvera aussi dans une meilleure connaissance de la manière dont les sociétés africaines précoloniales ont pris en charge ce qui est un phénomène humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire humain et prétendre qu'il existe des comportements humains qu'on n'a pas et que les autres ont. Si ce sont des comportements humains, on les a aussi. Surtout quand on se prétend les fils aînés de l'humanité, on est forcément les premiers à les avoir fait, à avoir tout fait. On a inventé les civilisations, d'accord ? On aime bien dire ça en Afrique, on est les premiers, on a inventé les civilisations. Oui, mais si on a inventé les civilisations, forcément aussi le premier crime, parce que ça ne va pas l'un ne va pas sans l'autre, et forcément toutes les manières de pratiquer la sexualité. Forcément.
si on est humain. Alors aujourd'hui, certains ne se rendent pas compte que dans leur manière de vouloir se défendre, dans leur manière de rejeter la proximité avec les autres, il y a quelque chose qui les, qui les déshumanise. Hein? Si on prétend qu'on n'a eu que des ancêtres purs, c'est que ces ancêtres n'étaient pas des êtres humains. Si vos ancêtres n'ont jamais commis de crime, c'était pas des personnes, hein, c'était autre chose, mais c'était pas des gens. Parce que le crime et l'abjection, malheureusement, ça fait partie de l'aventure humaine partout. Donc nos ancêtres ont fait des belles choses, nos ancêtres ont commis des crimes, nos ancêtres ont aimé des gens du même sexe depuis que l'amour existe. Et c'est très important pour les sociétés africaines actuelles de retrouver cette mémoire, cette connaissance de pratiques qui ne sont pas importées, parce que, et donc de trouver même aussi, hein, de retrouver ou de trouver un langage propre, parce que des vies sont en jeu. Et c'est pourquoi dans Afropéa, je dis aussi que c'est un peu dommage qu'on n'emploie que le mot lesbienne pour parler des femmes qui aiment d'autres femmes, parce que ce terme est tellement situé géographiquement qu'il conforte tout le monde en Afrique aujourd'hui dans l'idée que c'est une chose qui vient d'ailleurs. Et c'est là qu'on voit comment la domination intellectuelle peut aussi être dangereuse. Il faut laisser aux autres un espace où ils peuvent s'exprimer en leurs propres termes. Parce que lesbienne, ça vient de Lesbos. Et une fois que vous avez dit ça, si toutes les femmes qui aiment des femmes à travers la planète doivent, s'arrimer à ce lieu-là, et de façon malheureusement non poétique, parce que si c'était seulement poétique, ce serait très bien. Mais aujourd'hui, c'est politique ce mot. Et ça nuit, je pense, aux luttes que doivent malheureusement mener les personnes homosexuelles en Afrique aujourd'hui. Et qui sont... c'est un combat très important parce qu'encore une fois, des vies sont en jeu puisque beaucoup de pays criminalisent l'homosexualité. Le choix des mots, l'importance des mots, c'est ce qu'on disait tout à l'heure et c'est ce que vous venez de dire. Il y a certains mots comme ça qui sont récupérés. Au début, je disais ensauvagement, que vous utilisez d'ailleurs pour ce poème, qui a été utilisé au fil des siècles sous des formes différentes, sous des raisons différentes, qui est aujourd'hui récupéré pour de mauvaises raisons, si je peux me permettre. Pour de mauvaises raisons, pour... mettre à l'index une partie de la population. Ce sont des gens qui ne lisent pas cet auteur français très important qui était Aimé Césaire. Il faut lire le discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire pour comprendre l'acception d'ensauvagement chez moi. Et c'est dans les années 50 qu'Aimé Césaire, dans son discours sur le colonialisme, va écrire, et je vais le citer ces quelques lignes seulement. Je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie. La colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfuis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral. Il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. C'est la définition d'Aimé Césaire. Absolument, absolument. Et ce qu'il décrit là, c'est ce que moi j'appelle l'occidentalité. C'est de la corruption qui est entrée, et on ne va pas dire dans l'Europe, mais on va dire dans l'Europe de l'Ouest, parce que ce n'est pas toute l'Europe non plus qui a conquis et comme ça, qui s'est répandue. Ce sont les Européens de l'Ouest qui ont eu cette compétence. Mais donc cette occidentalité, c'est la corruption qui est entrée du fait que l'on s'enivre de sa domination sur tant d'espace et que l'on ne sache plus revenir à d'autres modalités relationnelles, qu'on ne soit plus avec les autres que dans cette
voilà, dans cette relation de domination. Je vais vous donner la parole dans quelques secondes maintenant. Si vous avez une ou deux questions, préparez-vous, comme ça il y a toujours un petit décalage et le courage d'oser poser une question. Juste pour dire sur l'occidentalité, vous dites que la bonne nouvelle, c'est que même si c'est une pathologie, c'est qu'elle n'est pas incurable. Ah, moi j'y crois. Oui. J'y crois et j'ai des raisons d'y croire. C'est que je connais bien la France et les Français qui me lisent depuis toutes ces années, qui supportent d'ailleurs que je les bouscule un peu parfois. Et je sais de façon certaine que la majorité des Français, si on leur disait, voilà, tu peux jouir du même confort et de toutes ces technologies qui sont à ta disposition, sans que les Africains pour autant crèvent, les Africains ou d'autres, hein, ils signeraient dès demain. Ils n'ont pas envie forcément d'être des dominants, ils n'ont pas envie forcément qu'on meure à l'autre bout du monde pour qu'ils puissent avoir de l'électricité chez eux. Je pense, hein, je suis même convaincu de ça. Et donc ce qu'il faut leur dire, c'est que quand ils votent, qu'ils se souviennent, en tout cas quand ils votent pour la présidentielle, c'est qu'ils votent aussi pour des politiques étrangères. Et qu'il leur revient de dire à ces personnes qu'on élit que certaines choses ne seront plus faites au nom des Français. Tout simplement. Et c'est possible dans ces pays-ci. En tout cas, il est entré dans l'histoire et dans la sensibilité de ce pays tellement de choses qui lui viennent aussi de l'Afrique que je ne crois pas à la rupture. Quelles que soient les manifestations que l'on peut voir à l'heure actuelle hein, dans les pays d'Afrique subsaharienne, notamment dans le Sahel. Ici, on parle de sentiments anti-français, mais s'il y avait un sentiment anti-français en Afrique, les Français seraient égorgés au quotidien et depuis longtemps. C'est pas ça qui se passe. Il y a un sentiment anti-domination et ce n'est pas la même chose. Je crois que les Africains ont toujours fait la différence, y compris à l'époque coloniale, entre la domination et la possibilité de rencontrer, de fraterniser vraiment et d'aimer la culture de l'autre, de lui trouver à lui aussi de la beauté. Donc il ne faut pas tout mélanger. Les gens ne veulent pas être piétinés, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent plus vous aimer, c'est pas ça. Ils n'aiment pas que vous vous comportiez mal. Ils n'aiment pas le côté obscur, mais ils aimeront toujours le côté lumineux. Il est temps de combattre sans haine. Nous n'avons pas le temps de haïr. Nous ne pouvons nous permettre de gâcher ainsi les forces qui doivent nous servir à rebâtir, construire la grande maison finalement. Oui. L'exigence de réparation, je sais aujourd'hui qu'il nous appartient d'abord de nous réparer à l'intérieur, oui. de l'intérieur. On a commencé par ça, par le fait d'être oui. bien avec soi-même pour reconstruire et oui. repenser le monde. Oui, je pense que ça vaut aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Moi, je pense les pays, les nations, exactement de la même façon que je pense voilà, les personnes. Hein. Je pense que les pays ont aussi une âme, un cœur, une sensibilité qui les singularise et qu'on ne peut pas réfléchir à leur destinée sans prendre en compte ces aspects. Les Français ne sont pas des Anglais et ils ne vont pas le devenir. Je ne vois pas bien parce qu'il y a des spots. Écrasés ouais. par les spots. Mais s'il y a un micro qui se promène, s'il y a une question ou alors, deux dans la salle. Je pense que la règle, c'était que quelqu'un portait le micro. Voilà, je crois que monsieur... Bonjour madame, je voudrais vous dire que vous avez en fait, à vous écouter, vous avez réveillé une vieille blessure. En ce qui me concerne, vous avez bien raté dessus, parce que je me suis souvenu que moi aussi, mes parents, on a connu le mépris en tant que blanc, je veux dire que le mépris de classe, le mépris de l'immigration intra-européenne. Je veux dire, quand un Italien du Sud montait dans l'Italie du Nord, il y avait des affiches interdites aux chiens et aux méridionaux. Je veux dire,
là, vous avez réveillé quelque chose, hein, je vous assure. Comment j'ai fait ça? En parlant de ces histoires de racisme, eh ben, entre les Blancs aussi, quelque part, ils ont connu ça. Mais entre eux. Les Blancs entre oui, mais eux aussi. ça, c'est la xénophobie qui, malheureusement, existe partout. Elle est très condamnable, mais la différence entre le racisme et la xénophobie, c'est que même dans sa manière de vous rabaisser comme ça au niveau du chien, le xénophobe est obligé, dans sa façon de vous piétiner, il le fait quand même parce que vous êtes un humain. Vous êtes un genre d'humain qu'il ne veut pas voir chez lui, qu'il ne veut pas, enfin, à qui il reproche ce qu'il veut reprocher, mais il ne peut pas complètement nier votre humanité. C'est pour ça qu'il le tente de manière aussi outrancière. Je crois que le racisme, c'est quand même autre chose et qu'il ne faut pas se tromper de mots. Dans cette histoire de... En France, on dit racisme pour tout aujourd'hui. On dit racisme anti-gros. On dit... mais c'est pas ça, hein, quand même. Cette histoire de la race, c'est une histoire de la racialisation. C'est une histoire d'expulsion du genre humain qui a fait que... puisque vous nous présentez un cas de xénophobie intra-européenne, qui a fait que, justement, les personnes qui, entre elles, pouvaient avoir ce type de conflit face à d'autres sont devenues... il n'y avait plus d'Italiens, il y avait les Blancs et l'Europe, hein, quand on a partagé l'Afrique. C'était plus... on avait oublié toutes les guerres de 100 ans, on avait oublié tout ça, hein, parce qu'il y avait des plus petits que soi qu'on avait élus pour tels, et même des moins humains que soi. Donc je pense que là, il faut... et on peut voir aussi ce cas aux États-Unis. Quand on arrive... Quand on examine l'histoire de la race aux États-Unis, on voit que quand ils arrivent, les Italiens, les Irlandais, notamment, qui sont des Européens alors très démunis, lorsqu'ils se rendent, en tout cas les premières émigrations de ces pays-là, lorsqu'ils viennent aux États-Unis, ils sont tellement démunis que bien souvent ils vont faire le même travail que les Noirs. Bien souvent. Et puis un jour ils comprennent que quand même, c'est plus intéressant pour eux socialement de se définir comme blancs. Ils ne sont plus seulement italiens ou irlandais, ils deviennent blancs et n'ont plus la même condition que celle des Noirs. Donc il y a quelque chose d'autre dans la question du racisme. La question du racisme, ou en tout cas de la définition de l'autre en une race différente, c'est ce qui a amené à la solution finale. Hein. Ce n'est pas une petite question. Donc la xénophobie est condamnable, elle existe partout, elle existe même entre Africains. Mais moi, je ne l'assimile pas au racisme. Je dirais que peut-être elle porte en elle voilà, les germes de ce qui peut devenir un racisme un jour, mais ce n'est pas la même chose pour moi. Ce n'est pas le même rejet. Oui, et c'est vrai que c'est ce qu'on disait par rapport aux Afropéens. La difficulté des Afropéens, c'est que même en étant nés en Europe, en France, même en portent étant encore en fait ça. européens. Parce qu'on a créé, voilà. Parce que les Blancs ont créé finalement les Blancs, en se créant blancs eux-mêmes et en s'enfermant dans un truc qu'ils ne veulent toujours pas examiner. Hein, et en ne supportant pas, en France, les gens ne supportent pas qu'on dise qu'ils sont blancs. Hein. Qu'on le leur dise, alors ils le reçoivent très très mal et ils ne veulent pas réfléchir à pourquoi ça les heurte tant. Mais c'est ça en fait, c'est que vous avez des personnes qui sont totalement européennes, en tout cas pour ce qui est de leur vécu et d'une grande partie de leur culture quand même, de leur manière de penser. Ces personnes, quand elles vont en Afrique, on leur dit tout de suite qu'elles sont des blanches, hein, parce que pour les Africains blancs, ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de manière de vivre,
de manière d'être. Et ici, on les considère comme des étrangers parce qu'ils ont ce phénotype qui, à travers l'histoire, a été, comment dire, marqué par cette chose, la racialisation qui exclut de la possibilité de reconnaître. Aucun autre peuple au monde n'a autant subi l'oppression physique, oui. Déportation, esclavagisme, colonisation et la négation de soi. C'est Philippe de Witt qui écrit ça. Philippe de Witt qui était quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'histoire coloniale et qui a produit d'ailleurs avant Pape Ndiaye et sa condition noire, qui a produit un ouvrage que je recommande, qui est vraiment un classique, qui s'intitule « Les mouvements nègres en France » et qui montre toute une histoire du militantisme africain et antillais et même malgache qui serait très précieuse en fait et qu'il faut aussi un peu réhabiliter, connaître et dont il faut faire une partie de son patrimoine. C'est une histoire française. C'est une histoire française. Je crois qu'il y a d'autres questions. On va se permettre de déborder. Je crois qu'on peut déborder. Bonjour. Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur l'afroféminisme. Est-ce que pour vous, il est pertinent et justifié de différencier le combat des femmes africaines dans la globalité du féminisme ? Comment vous dire ? Alors, à la rentrée, paraît chez Grasset, sous ma signature, un livre qui s'intitule... Alors, je ne dis pas un essai parce que je ne sais pas écrire des essais. Alors, pardon, j'ai dit essai tout à l'heure. Mais oui, mais vous êtes obligé de... C'est ce qu'on met dessus, mais je ne sais pas écrire des essais. Mais ce livre s'intitule « L'autre langue des femmes » et qui est ma réflexion sur toute une série de questions liées à l'expérience des femmes africaines qui n'ont pas créé l'afroféminisme, ce sont les afrodescendantes qui l'ont créé. Je pense que c'est une erreur d'ethniciser le nom d'une doctrine pour marquer qu'en fait, telle qu'elle est, cette doctrine ne nous suffit pas et ne convient pas tout à fait à ce qu'on veut défendre. Lorsque le féminisme se crée, il vise, dans les sociétés où il se crée, l'égalité entre les hommes et les femmes sur le plan des droits, notamment juridiques et sociaux, et on peut dire même économiques. Mais en tout cas, c'est d'abord ça. Lorsque vous êtes une afroféministe en France, comme vous vous dites afroféministe, quel est votre sujet ? Est-ce que votre sujet, c'est d'être dominé, empêché de vous réaliser par un homme lui aussi afrodescendant qui n'a pas le pouvoir dans cette société ? Je ne crois pas. Votre sujet est plus souvent d'avoir une expérience de femme qui est différente de celle du groupe majoritaire. Donc, est-ce que votre sujet est vraiment un féminisme ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait, pour leur donner de la valeur, appeler féministes toutes les luttes de femmes ? Est-ce que finalement, cela ne dévoie pas un peu le terme lui-même ? Est-ce que finalement, ça ne le vide pas de son sens ? Et est-ce que, en ce qui concerne les afrodescendantes qui se disent donc afroféministes, est-ce que ça ne révèle pas aussi une incapacité à nommer pleinement sa propre réalité, à produire en toute liberté, toute souveraineté, ses propres concepts, sans aller subvertir la pensée d'autres? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Le féminisme, pour moi, c'est une doctrine.
qu'on peut dire politique. En tant que telle, elle vaut pour elle-même. Elle ne peut pas être ethnicisée. Si vous avez besoin de l'ethniciser, c'est que vous êtes déjà en dehors. Soit vous êtes féministe, soit vous n'êtes pas féministe. C'est-à-dire, soit vous êtes féministe, c'est-à-dire vous êtes pour l'égalité des droits au sein de la société où vous êtes entre hommes et femmes, soit vous faites autre chose. Moi, j'ai un problème avec le fait que si des femmes s'intéressent à la relation qu'ont eues les femmes à travers l'histoire avec la nature, à la manière dont elles peuvent voir des correspondances entre la façon dont les hommes ont dominé à la fois la nature et les femmes. Elles veulent donc réfléchir à tout ça. Est-ce qu'il faut que ça s'appelle un écoféminisme ? Je trouve que c'est dommage. Et que finalement, à force d'avoir toutes ces écoles, tous ces préfixes, tous ces suffixes autour du terme, il perd sa valeur qui pourtant, dans l'histoire des femmes, dans une histoire mondiale des femmes, est très importante. On va. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment un problème, et donc j'ai voulu réfléchir à ça. Je sais que ce livre ne plaira pas à tout le monde. Je ne me dis pas, sans être du tout antiféministe, je ne me dis pas féministe. Je connais bien ces pensées. J'ai travaillé à l'aide... Enfin, j'ai une grande admiration pour des auteurs qui, elles, se sont dites féministes. Ce n'est pas mon cas. Mais ce n'est pas mon cas parce que j'aimerais qu'il soit possible de trouver une manière de nommer, si on estime qu'on a une lutte à mener, hein, d'ailleurs moi je ne suis pas sûre d'en avoir une qui soit nécessairement en rapport avec les femmes, avec les hommes. Je ne me dis pas féministe parce que je pense que le principal ressort de ce qu'on appelle la domination masculine, c'est la piètre qualité des relations entre femmes, que ce soit au sein d'une même société ou sur l'échiquier géopolitique. Et moi, comment dire, en anglais on dirait my concern, ma préoccupation serait plutôt celle-là. Et dans la mesure où cette volonté d'améliorer les relations entre femmes, de trouver des modalités réparatrices d'abord entre femmes, dans la mesure où ça ne concerne pas nécessairement les hommes d'emblée, parce que je pense que le féminin se définit aussi hors de cette relation, et même d'abord hors de cette relation, et je le considère, j'ai été mal élevée par ma mère, mais on m'a appris ça, je le considère comme tout puissant. Voilà, je ne suis pas féministe, je suis peut-être pire, parce que je pense que le féminin est tout puissant, qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus de lui, mais qu'il faut qu'il se connaisse. Donc ce souci-là, pour moi, est hors du féminisme. Et pourtant, je suis lu comme un auteur féministe. Allez comprendre, hein, on n'écoute pas ce que je dis. Je pense qu'on ne veut même pas me comprendre. Et parce que je ne suis pas anti-féministe, je suis forcément lu comme féministe. Mais je voudrais proposer autre chose. Moi, ça me fait un peu de peine de voir des femmes chercher à prendre d'assaut des bastions masculins au lieu de créer leur propre puissance. N'allez pas pleurnicher parce que vous n'êtes pas nombreuses dans les entreprises du CAC 40. Quelle est la mission de ces entreprises ? Quel est leur rôle dans le monde ? Qu'est-ce qu'elles apportent à l'humanité ? Quel type de pouvoir est-ce qu'on doit rechercher ? Moi, je ne suis pas sûre de vouloir être forcément de la même bande que Anne Lauvergeon. Je ne suis pas sûre de ça. Je ne rêve pas de ça pour nous.
Et je pense qu'on peut inventer autre chose, que les femmes l'ont fait, et je le raconte un peu, et qu'elles le font encore, et qu'il faut leur apprendre d'abord à aimer être femme, à aimer les autres femmes, soutenir les autres femmes. Les hommes se soutiennent beaucoup. À ne plus être concurrente, parce que du coup, on revient là-dessus. Oui, je suis désolée, ça. mais on revient au personnage un des personnages que j'aime beaucoup chez vous. Je suis désolée, mais le temps est largement dépassé. Il y a un spectacle après. Ils sont obligés de s'installer, donc on a débordé le timing. Je suis vraiment désolée. Ce que je vous propose, c'est qu'il y a des livres à l'extérieur. Léonora Miano, vous allez vous y rendre pour des dédicaces, et du coup, vous pourrez discuter aussi avec elle. Merci infiniment. Mais je vous en prie.